On va entamer un petit débat d'une petite heure qu'on va essayer de faire le plus interactif possible. Alors, je vous présente pas nos Allô? invités, mais ça va. Moi, je suis Thierry Keller et je suis journaliste. Donc, forcément, un peu moins scientifique que tous mes coreligionnaires à ma gauche et à ma droite. Je suis le rédacteur en chef d'un magazine et d'un site qui s'appelle Uzbek et Rika. Voilà, qui est un média qui explore le futur. Je vois quelques têtes comme ça me rassure un peu. Voilà, et je suis très content d'avoir été contacté par Aristote et par Polytechnique pour avoir une conversation avec vous quatre. Bon, on a commencé un petit peu à évoquer les implications éthiques, philosophiques, voire, je dirais, politiques de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et la table ronde qui nous anime est intitulée Vers où nous mènent les nouvelles technologies des sciences de la vie si nous les laissons sans contrôle. Et je crois qu'on va vraiment insister entre nous là sur cette notion de contrôle. C'est un peu la première question que j'ai envie de vous poser à tous les quatre. Est-ce que vous avez le sentiment que nous les contrôlons, ces nouvelles technologies des sciences de la vie, ou est-ce que nous sommes contrôlés par elles? Qui veut répondre à cette première question? En fait, je vous explique pourquoi je pose cette question aussi brutalement. C'est que souvent, quand on fait des tables rondes, on aborde les choses de manière extrêmement périphérique et puis à la fin, il y a toujours une main qui se lève et qui dit « mais on n'a pas répondu à la question ». Et donc, je vous propose qu'on réponde d'emblée à la question et puis qu'on tire les fils derrière. Non, Ariel est très... Non, mais Ariel se porte Oui, alors, volontaire pour répondre à ça. Est-ce qu'on est d'ores et déjà soumis, est-ce qu'on a des telles béquilles technologiques que nous serions sous assistance? à ta question, j'ai envie de répondre les deux. C'est-à-dire on est évidemment sous contrôle et en même temps, on tente de contrôler en permanence. C'est un peu une réponse de Normand, mais c'est vrai que parmi les livres qui m'ont beaucoup marqué, c'est le Totalement inhumain de Truong, dans lequel il en a fait un roman aussi qui s'appelle Le successeur de Pierre, et il met en scène la façon dont, au fond, ce sont les mécaniques, en fait, une certaine intelligence qui nous manipule. Donc la métaphore est formidable, et je pense que cette métaphore-là est beaucoup plus salutaire que l'autre consistant à dire qu'on a le contrôle sur tout. Je pense que celle mettant en scène notre contrôle sur tout, ou le désir de contrôle, me semble absurde au sens où justement, si l'on veut pouvoir contrôler, il faut se rendre compte qu'on ne contrôle pas. En fait, si l'on veut pouvoir, non pas forcément contrôler, mais rapprocher et tenter d'appréhender, de faire avec, il faut qu'on se rende compte qu'on ne maîtrisera jamais tout, et être capable de dire il y a des choses qu'on va mettre de côté, hein, et qu'on va oublier, et avancer au maximum en se disant bien que justement plus que jamais tout est possible et donc rien n'est possible. Alors c'est paradoxal, mais je crois que on n'avance pas sans ce paradoxe et sans cette capacité à concevoir l'absence de contrôle. Voilà. Parce que nous-mêmes, est-ce qu'on se contrôle? Est-ce qu'on sait qui on est? Est-ce qu'on est notre soi? Qu'est-ce qu'il est? Où il est? Comment est-il? Je veux dire, croire qu'on peut tout contrôler. Je veux dire, effectivement, ça aboutit à Ray Kurzweil, ça aboutit à George Bush, ça aboutit à une sorte de bêtise néotechnologique. Et je pense plus salutaire de considérer que on peut s'approcher d'une appréhension, d'une compréhension, mais pas du contrôle. On parlait tout à l'heure de quoi vous nous disiez, mais Julie, je vais te laisser la parole, mais vous nous disiez qu'on globalement, 90% de nos faits et gestes, c'est du réflexe. Nous sommes le seul être vivant capable d'aller au-delà de nous-mêmes. Nous avons, comme les animaux, des neurones de lieu. Je suis ici à l'école polytechnique. Puis nous avons des neurones de grille qui me disent l'école polytechnique est à Palaiseau, au sud de Paris. Et puis les animaux, eux, ont des neurones de frontières. Et un animal ne sort jamais de son territoire, sauf pour des raisons de prédation aggravée, de famine majeure ou de catastrophes climatiques. Seul l'homme est capable d'aller au-delà. Et Sapiens, il y a 60 000 ans, les paléogéologues, géographes nous l'ont montré, quand il est arrivé du côté des îles de la Sonde, il a traversé pour aller en Australie. Et le détroit le plus étroit était de 80 km. C'est-à-dire qu'il ne voyait que l'horizon, il ne voyait pas, il ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Christophe Colomb, lui, savait, il s'est planté de trajet pour aller en Inde. Il est allé sur les Antilles avant les Andes, les Antilles. Mais il le savait. Là, l'homme, lui, est allé
au-delà de ce qu'il connaît. C'est notre faculté, avec tous les dangers que ça représente, d'aller dans des dérives insupportables. Donc, je pense que nous allons créer le monstre. Nous avons créé l'énergie atomique, nous avons compris en partie l'énergie atomique, nous avons créé les bombes atomiques, nous allons créer le monstre. Et CRISP-Cas-PR va le faire. Hein, va le faire. Et quand on l'aura eu, on se dira, oula, hein, c'est comme les chats, on va toucher ce qui chauffe et on va s'arrêter. Mais on ira jusqu'à créer le monstre. Nous aurons des dérives qui vont aboutir à... Tout d'un coup, on va sortir un espèce d'ersatz complètement bizarre, je ne sais pas lequel, micro ou énorme. Et là, on se posera la question de savoir stop ou pas. Pas avant. Pas avant, hein, c'est ça le problème. Judith, tu nous disais que, ouais, en fait... J'aimerais... Tu peux, oui. J'aimerais avoir une vision optimiste quand même. Et j'aimerais me dire que il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, on rêvait de la fin du monde, on se disait qu'on allait bientôt mourir, que le ciel allait nous tomber sur la tête. Et que j'aimerais me dire aussi quelque part, de façon un petit peu poétique et optimiste, de me dire que finalement c'est intrinsèque à l'homme cette faculté de se dire que demain c'est fini. C'est intrinsèque à l'homme et il fait que projeter ses peurs de ses fantasmes et ses peurs de l'incompréhension finalement de son univers, de son environnement, de la vie, et puis des cycles de la vie et de la mort, parce que la mort, c'est pas une maladie, je ne pense pas. Et la mort fait partie du cycle de la vie. Après, la technique pour l'humain, sur le plan de l'anthropologie, la technique, c'est quelque chose que l'humain a développé parce qu'il est né immature, et il porte tous les signes de cette immaturité-là. Toutes ses fonctions vitales à la naissance ne sont pas faites, les deux parties de son crâne ne sont pas soudées. Il n'y a rien qui est viable chez le petit bébé humain, et c'est le seul de toutes les espèces dont les parents doivent s'occuper aussi longtemps, finalement. Donc le bébé humain, il n'est absolument pas viable, il est complètement dépendant de ses parents. Et pour pallier à ça, le gros paradoxe de l'humain, comment l'humain s'est retrouvé sur le primat des autres espèces, c'est qu'il a développé la technique et des technologies pour pouvoir s'adapter à l'environnement. Comme il n'avait pas les griffes du lion, il n'avait pas le saut du kangourou. Et ainsi de suite, il a utilisé la technique et la technologie pour s'adapter à l'environnement. Et c'est grâce à ça qu'il, tout à coup, avec ces techniques et ces technologies-là, il était inventif, il a développé une inventivité scientifique. Et là, il se retrouve dans une problématique aujourd'hui où il y a une production débridée de technologies incontrôlables, où on est 7,5 milliards d'humains, mais il y a 18 milliards d'objets connectés, et dans 3 ans, il y aura 35 milliards d'objets connectés en prévision, et ainsi de suite, et où effectivement on est un peu dépassé. Mais du coup, je ne pense pas que la technologie doive contrôler l'homme, non, bien sûr. Il faut débattre, il faut s'organiser, il faut lutter, il faut évaluer les outils. Nathanaël, quand on écoutait ce que tu nous as montré, enfin quand on voyait, quand on t'écoutait tout à l'heure, il y avait justement cette espèce de dialectique dans le contrôle, c'est-à-dire je contrôle la machine et la machine en retour a des difficultés à me contrôler, disons ça va toujours dans un sens. Et puis il y avait une autre distinction, c'était entre, disons, l'être humain bien portant qui va s'augmenter, et puis évidemment celui qui a beaucoup plus de difficultés, qui est handicapé, et pour qui, là, c'est nécessaire d'agir via la technologie. Et donc là, le contrôle est au cœur finalement du dispositif, que ce soit des exosquelettes ou des prothèses. Comment il est appréhendé, je dirais, d'un point de vue plus philosophique ou éthique ? Philosophique, je ne sais pas, mais je vais parler d'un point de vue technique ou scientifique. Et ça va ramener un peu les choses au clair. C'est qu'il y a une distinction assez forte à faire entre outils et machines. Elle a été bien faite tout à l'heure sur notamment la robotique de chirurgie, qui à l'heure actuelle, c'est pas vraiment un robot, c'est un télémanipulateur. Et la plupart des dispositifs qu'on a à l'heure actuelle et qu'on aura pendant longtemps encore restent des outils au contrôle de l'humain. Et en fait, dans la plupart de la présentation, des illustrations des cas que j'ai pu montrer dans la présentation, je pense que ce qu'on voit, et en général c'est ça qui surprend les gens, parce qu'il y a quand même un discours environnant d'idéologie simplificatrice énorme, c'est que l'humain est au cœur encore de ces innovations-là. Ça va dans la continuité de l'anthropologie de la technique, le fait que l'humain serait un natural born cyborg, etc. Mais on reste
extrêmement, en fait, on reste le cœur de l'innovation. L'homme augmenté, il n'y en a pas. L'homme réparé, c'est au bon vouloir, en fait, d'un espèce d'héros ou d'athlète qui est le patient, qui va se sacrifier pendant des heures à s'entraîner pour apprendre à utiliser un nouvel outil. Et je ne vois pas encore vraiment d'ouverture vers une notion d'augmentation ou de compétition. Peut-être si on bascule vers l'intelligence artificielle, le débat est autre. Mais disons que pour l'instant, beaucoup de choses sont sous contrôle. Tout à l'heure, on a évoqué l'utérus artificiel, par exemple, à titre d'exemple parmi plein d'autres choses. Et dans l'utérus artificiel, il y a la possibilité de déterminer le sexe de son bébé, en fait. Il y a la possibilité de déterminer des propriétés physiques ou des caractéristiques de son bébé. Et ça existe déjà. Hein. Oui. Mais alors, dans ce cas... Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle pas l'augmentation? C'est pas de l'augmentation, c'est de l'anthropotechnie. En fait, parce que c'est ce terme d'une pratique médicale qui n'est pas de réparation ou de thérapeutique, mais plutôt de bien-être. C'est en lien avec toute cette évolution de la médecine depuis la définition de l'OMS de 1946, qui est que c'est plus qu'un état de santé, mais c'est aussi un état de bien-être. Et donc, c'est la porte à des améliorations de notre confort, de notre bien-être, qui ne sont pas de l'ordre du soin. Et donc, et ça souligne un peu la frontière un peu floue qui peut exister entre réparer, augmenter, etc. Sur le fait que c'est normatif, culturel, c'est une question d'acceptation sociétale. Il y a des choses qu'on a acceptées dans nos pratiques alors qu'elles sont de l'ordre du confort, et d'autres qu'on n'a pas acceptées. Donc la barrière est floue entre réparer, augmenter. Enfin, le débat est compliqué à plein de niveaux. Nous sommes déjà dans l'eugénisme par l'avortement. Et vous savez, 97% des femmes, quand on leur détecte une anomalie grave, demandent à avorter, et c'est tout à fait licite, et 3% le refusent. On est déjà dans un eugénisme, mais on n'est pas dans l'augmentation. On est dans la restitution à une humanité à peu près normale, alors que je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'humanité normale. Mais ce que vous avez dit est vrai. Vous avez à Los Angeles une clinique qui, pour $30,000, vous permet de choisir les yeux, la couleur de cheveux, la taille de votre enfant, la couleur de peau. Et alors, c'est absolument dramatique, parce que les enfants ne sont pas notre propriété. Nous ne sommes que des transmetteurs en tant que parents. Mesurez ce qui va se passer le jour où des parents auraient voulu une fille avec des yeux bruns et des cheveux noirs, et elle, à 18 ans, se dit « Mais papa, c'est toi qui m'as fait comme ça, je voulais être blonde avec des yeux bleus, je te fais un procès. Parce que c'est toi qui l'as voulu. » Non, mais nous allons aller à ça. Voici des questions très concrètes qui peuvent se passer. C'est aujourd'hui la réalité. Vous pouvez vous faire l'enfant un peu que vous voulez à Los Angeles à partir des données génétiques colligées par certains laboratoires. Donc on est à la fois dans une marchandisation du bien humain, qui est inimaginable, et vous avez des jeunes parents. Vous regardez sur YouTube comment ça se passe, vous allez voir les vidéos là-dessus, qui viennent pour choisir exactement ce qu'ils veulent, le gamin qu'ils veulent. Donc le gamin sera leur propriété, c'est tout sauf de l'humanité. Ça. Et c'est tout sauf la vie, ça devient une marque. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de machine, qu'il y a plusieurs dimensions à la machine. Il y a la machine industrielle, notre esclave. Il y a la machine technologique, machine démiurgique, des prothèses quelque part. Il y a notre devenir Dieu qui va souvent avec. Et il y a la machine sociale. Et ces trois machines se mangent les unes les autres en permanence. La machine industrielle, la machine technologique et la machine sociale. Et lorsqu'on parle de contrôle, il faut voir ces trois machines-là. Et comment, dans un simple smartphone, ces trois machines se conjuguent, en fait. Et c'est bien pourquoi nous le contrôlons et il nous contrôle. On n'arrive pas à s'en détacher, il nous colle. Hein, on le regarde sans cesse, nos mails, etc. Je veux dire, qui contrôle qui, en fait? Il faut bien se rendre compte qu'à chaque fois, c'est double, c'est triple. Parce que c'est une machine sociale aussi, et que le contrôle, il est avant toute chose social, et que c'est l'enjeu réel, l'enjeu véritable. C'est là où les gens de la Silicon Valley ont quelque part leur principal masque, c'est qu'en fait, ils présentent tout problème comme étant technologique, sans exception. Tout est résolu par la technologie, la faim dans le monde, les problèmes de l'eau, le chômage, tout, etc. Alors que tous ces problèmes-là, ils auront beau avoir les technologies les plus formidables, ce sont des problèmes sociaux, ce sont des problèmes politiques, ce sont des problèmes culturels. Et le réel mensonge, il est là. Hein, le vrai problème, il est là. C'est que justement, si on n'accepte pas cette idée que nous sommes aussi contrôlés, eh bien, on en vient à dire que la technologie peut sauver le monde, peut tout faire. Et c'est comme ça qu'on détruit le monde. Alors, il évolue avec et par la technologie. Les deux sont évidemment indissociables. Je veux dire.
Non mais juste, par rapport à ce que dit Ariel, juste on parlait d'Eric Schmidt et c'est vrai qu'on vise très souvent la Silicon Valley, mais je trouve que, je sais pas si vous avez vu passer ce bouquin il y a 3 ans, c'est À nous d'écrire l'avenir de Jared Cohen et Eric Schmidt, donc Jared Cohen qui est le chef de Google IDs et Eric Schmidt qui était à l'époque le CEO. Et ils avaient expliqué dans un chapitre que si Google avait existé à l'époque, le génocide rwandais aurait pu être évité. Moi, je mets juste ça sur la table pour tirer le fil de la question solutionniste. Quand on parle de ça, on n'a pas encore utilisé là tout de suite, mais on en a parlé un petit peu avant, la question transhumaniste. Qui pose quand même, et c'est un peu là-dessus que je voudrais vous faire réagir les uns et les autres, qui pose quand même le fait que, alors que vous disiez, professeur, qu'il y a des bien portants et des malades, finalement, les transhumanistes posent que tout le monde est malade, car nous serions par essence imparfaits. Et le corps est une saloperie dont il faut se débarrasser. Hein. C'est ça, les transhumanistes. Seul le cerveau compte. Ça n'a aucun sens, mais vous avez raison. On est dans un système d'ingénieurs. Quand un problème est posé, il peut toujours être résolu. C'est comme ça que ça marche. Et c'est faux. Et pour répondre à votre question, bien sûr que les sciences et les technologies ont toujours fait évoluer les sociétés. Mais là, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau d'emprise sur les êtres, ne serait-ce que par les clics que nous faisons tous les jours, qui nous mettent à poil. Moi, je rêve de créer une application, et je vais le faire très prochainement, une petite application qui me permettrait qu'il y ait un système qui fasse mes 10 000 pas pour que je n'ai pas à payer 2 € de plus d'assurance maladie parce que vous n'avez pas fait vos 10 000 pas par jour, vous allez avoir un malus. On en est là, on est dans une... Comment ? Mais attendez, mais vous ne mesurez pas à quoi pensent les assureurs aujourd'hui. Attendez, on n'est plus dans la sécu, je paye selon mes moyens et je reçois selon mes besoins. Si vous faites vos 10 000 pas, ça aura effectivement un impact positif sur votre santé et vous allez vivre plus longtemps, mais vous n'en savez rien. Et d'abord, vous dois vivre plus longtemps, vous n'en savez rien. Parce que... C'est la seule raison pour laquelle les assureurs vous demandent de le faire, parce que sinon, c'est pas pour vous emmerder. Oui. C'est pour que vous alliez mieux, pour que vous leur coûtiez moins. Oui, mais en même temps, je suis désolé, mais quand vous regardez les œuvres les plus déchirantes, qu'elles soient musicales, poétiques, littéraires, cinématographiques ou autres, c'est toujours des hommes ou des femmes complètement starbés, drogués, alcoolos et à ramasser. Hein, c'est des Gainsbourg. Alors si vous voulez plus de Gainsbourg, vous sucrez une immense partie. Je suis désolé, je suis médecin, je ne vais pas dire qu'il faut boire et fumer, mais vous supprimez une partie énorme de la créativité de l'homme. Énorme. Et cette phrase statistiquement vraie. Mais vous vous rendez compte de ce que signifie cette phrase statistiquement vraie? Je veux dire, comme si le vrai était unique, comme si le vrai avait une non, mais là, vous avez levé la boîte de Pandore. Allez-y, défendez-vous, monsieur. Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir une vérité statistique, mais il y en a des milliers d'autres. Il y a une vérité sensible, il y a une vérité spirituelle, il y a une vérité intellectuelle. Et le statistique, et des gens mentalement ont besoin des fois d'un verre de vin. Il ne peut pas y avoir une bataille entre quelqu'un qui n'a pas de micro et quelqu'un qui a un micro. Et si je peux me permettre, voilà. Il y a quelque chose qui me surprend. Alors, je vous dis un truc, je passe la moitié de mon temps aux États-Unis. Alors, excusez-moi, mais alors, est-ce que je peux vous demander de dire, comme disent les sociologues, d'où parlez-vous? Et puis prenez le micro, venez. Prenez le micro. Non, mais c'est Je parle de mon nom propre, de quelqu'un qui se passionne pour ces sujets-là depuis un certain temps, qui a lu pas mal de choses sur le sujet, avec un fond technique d'ingénieur. Pas polytechnique, j'ai juste fait Centrale, j'aurais préféré faire l'X, mais j'ai pas réussi. Ça va, c'est pas mal déjà. Et également passionné par la manière dont on peut maximiser le potentiel de son corps en bonne santé, notamment en faisant du sport. Moi, je fais beaucoup de sport. Ça se voit. Vous et je recherche la performance parce que je kiffe la performance. D'accord ? Alors... mais là, il y a un truc que je voudrais, puisque vous me permettez de prendre la parole, il y a quelque chose qui me choque en fait dans la posture collective qu'il y a cet après-midi. C'est que moi, je viens sur un séminaire sur la médecine exponentielle et la vie exponentielle. Le terme exponentiel, c'est en gros un terme déposé par Kurzweil parce que la Singularity University, Exponential Medicine, Exponential Finance, etc., etc., etc. Donc, j'ai bouffé mon lot de vidéos de Peter Diamandis, d'accord ? Et la posture d'un mec comme Diamandis ou Kurzweil, c'est tellement impossible qu'on va y aller. Et puis si on se plante, c'est pas grave et on va le faire. D'accord ? C'est le moonshot. Et là, je vous trouve un peu collectivement dans une posture qui est super ambiguë, où à la fois vous dites les Américains, c'est des gros cons parce qu'ils sont naïfs et ils n'ont pas la vision culturelle, etc., etc., même si on est super inspiré par Philippe Dick, qui est effectivement un écrivain fantastique. Et en même temps,
donc vous critiquez cette posture-là, en disant qu'elle est naïve, qu'elle est conne. Non, mais en tout cas, c'est ce que j'entends dans le discours collectif. Et après, moi, quand je vais voir une vidéo Diamantis, il dit tous les problèmes peuvent être résolus, et plus le problème est compliqué, et plus ça me donne envie de résoudre. C'est Musk qui dit moi, je vais aller passer ma retraite sur Mars. Alors, il ira peut-être pas. Mais c'est aussi lui qui te met en garde contre l'intelligence artificielle. Je veux dire, il est très ambivalent, mais en même temps, et c'est vrai, moi, je trouve qu'ils sont pas si naïfs que ça. Bon. Mais je me demande si par rapport à après les pleurs qu'on peut avoir sur notre posture de Français et d'Européens qui n'avons pas de grands champions industriels dans le domaine, etc., s'il est pas lié justement à notre manque de naïveté, et s'il est pas lié à cette posture où oui, mais alors attendez, c'est vachement compliqué, on n'y arrivera jamais, vous vous rendez pas compte, il y a la culture, il y a le truc, il y a le machin. Les Américains, c'est des bourrins, ils y vont, alors, ils font des trucs. Je vais proposer de demander à Nathanaël, qui est sans doute le plus technophile d'entre nous tous, je veux bien rebondir là-dessus parce répondre. En premier. Je me retrouve un peu dans le discours que vous avez dit, c'est-à-dire que la question à la base était sur le transhumanisme. Et en fait, le transhumanisme est érigé un peu partout comme le grand méchant loup, comme si c'était une entité existante, alors qu'en fait, c'est une idéologie et qu'il y a beaucoup de faces, de courants. Alors en France, le transhumanisme est d'extrême gauche en plus, ça tombe bien. Exagère pas, ils se disent de gauche, ils se disent progressistes. Mais disons que le transhumanisme ou la technoprog, laissons Nathanaël répondre. C'est des aficionados de la science et de la technique un peu naïfs. Enfin, je veux dire, il y a des courants des réflexions extrêmement sophistiquées qui sont faites par les transhumanistes. Et la réflexion transhumaniste, elle dépasse largement la question de l'homme augmenté. D'ailleurs, ça n'intéresse plus beaucoup le courant transhumaniste, la question de l'homme augmenté. Ils en sont beaucoup plus à celle du risque existentiel. Et il y a des institutions qui ne se revendiquent même plus transhumanisme, mais qui ont une réflexion sur les dangers éthiques liés à des pratiques technologiques, etc. Je parle de l'Institut du futur de l'humanité, je parle de gens qui sont des philosophes, des bioéthiciens comme Nick Bostrom, Anders Sandberg, qui sont des gens qui ont une réflexion à un autre niveau que de charlatans comme Ray Kurzweil ou les gens de Technoprog qui aiment bien la technologie, les mangas, mais qui en soi n'ont pas forcément une réflexion. Certes, elle est progressiste, elle est intéressante par rapport à des courants libertariens américains, mais il y a beaucoup de facettes et je pense qu'il y a un grand risque de la même façon qu'on va dire les Américains, les Français, de dire les transhumanistes, les non-transhumanistes. Il n'y a pas d'opposition aussi franche. Il y a une complexité énorme. Il y a un débat idéologique. C'est des idées reçues qui circulent. C'est très dangereux de les critiquer avec autant d'idées reçues en disant, par exemple, en brandissant que ça y est, maintenant les assurances vont nous quantifier nos nombres de pas par jour. On peut se projeter dans tout. On peut nous dire qu'on va nous poser des implants. On peut nous dire que, si on s'autorise la projection, on est un futurologue comme Rayon Kurzweil et on peut donner à orienter l'idéologie des gens vers la technologie est le mal ou la technologie est le bien. Je veux dire, c'est aussi dangereux. Donc je suis assez d'accord avec vous et sur ça. Et par rapport aussi à ça, tout à l'heure, on a beaucoup évoqué le risque en France, la peur qu'on a de prendre des risques, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur, finalement, il y a une certaine louabilité à notre précaution, à nos conseils consultatifs nationaux d'éthique, à notre CNIL. Malgré tout, il y a des questions, il y a des vrais enjeux là-dedans. Alors, ils ont des moyens, certes, des fois désuets par rapport aux questions qui sont en jeu, mais il n'y a pas forcément de honte ou d'opposition aussi franche. Et il faut faire attention, je pense, quand on évoque ce mot-là, qui est un mot valise qui cache tout et n'importe quoi. Les choses sont plus fines, plus complexes. Je vais vous citer Gunther Anders. Les idéologies ne sont pas dangereuses par les solutions qu'elles proposent, mais par les questions qu'elles éludent. C'est ça le problème. Et demain, nous irons à la normalité avec ces systèmes. Nous serons totalement normés. Moi, je veux aujourd'hui retrouver le secret. Je veux mentir. Parce qu'à l'âge que j'ai, quand je vais sur Internet, on me ramasse des assurances pour obsèques, des fauteuils roulants et des baignoires avec porte. Voilà ce que je retrouve. Fuck, marre. Donc ça, je ne le veux pas. Et je suis unique, je suis un être unique. Je ne veux pas qu'il y ait des petits Français qui soient comme les petits Américains, comme les petits Chinois et comme les petits Blacks demain. On va vers ça, vers une société normalisée avec ce système. Pour que vous soyez bien, vivre un peu plus longtemps. À quoi ça sert? On est en train, aujourd'hui, vous avez raison, de rattraper la durée de vie de 120 ans que nous avons, mais pas plus. À quoi ça sert de me gagner 30 ans en plus? Et puis vous avez raison de courir, mais il faudra qu'on vous mette, vous allez voir, que vous allez vous retrouver avec des prothèses de hanche assez tôt. Et ça, le problème, c'est que nous ne sommes pas physiquement... Mais oui, les orthopédistes c'est du bonheur, parce que moi, Comment No sport. Oui. Non, mais je comprends ce que vous dites, mais mesurez le risque quand même. Vous savez très bien que nous sommes à nu aujourd'hui.
Oui, mais C'est pas une raison. justement, mais oui. Mais- Oui, mais oui, si, mais attends, moi, mon problème, c'est quand j'entends des politiques dire des Français ou des gens dire tout le monde. Non, pas tout le monde. C'est tout le monde. Mais la masse, ça n'existe pas, la masse. Et Ça, si ça a eu existé, et si ça camarade. existait, et supposons que ça existe, et supposons que la masse existe. Je peux pas laisser dire des choses pareilles. Je préfère avoir tort en disant que nous sommes des individus singuliers. Je préfère avoir tort sans la masse, sans cette masse-là. Et pour revenir sur le fond de la question, oui, bien évidemment, je l'ai dit via la science-fiction, je veux dire, c'est un carburant. Ces gens ont comment dire, une facilité à faire, à se projeter, qui est effectivement assez inouïe, quoi. Je veux dire, hein, et quand on étudie Google, c'est vrai que voilà, ils étaient à Burning Man, ils sont rigués d'idées assez complexes. Pas tous, Sergey Brin, pas les deux. Larry Page, mais Sergey Brin est à moitié russe, voilà. Hein, c'est Sergey Brin et Larry Page, et les deux. Tout à fait, voilà. Et les deux. Attends, s'il vous plaît. Et les deux je vais faire vénèrent. le thème qui Voilà, pleure, pardon. et les deux. Alors, Ariel, Voilà, et il les te deux. reste 2 minutes. Voilà, si tu veux, et les deux. t'as Non ton mais. cahier est bardé de notes. Lis Oui, tes oui, notes, et les deux, ensuite, on va passer voilà, la parole à et les Judith. deux vénèrent la connaissance. Les deux ont vraiment, ils sont issus de Stanford. Simplement, la connaissance qu'ils vénèrent est une connaissance opérationnelle. En fait, pour eux, la connaissance passe par le software. Ce qu'on dit très simplement, c'est qu'il y a dans tout ça, il y a à la fois un pari, une dynamique assez extraordinaire, mais la vision, y compris de Nick Bostrom, qui effectivement est plus intéressant que Ray Kurzweil, il y a un réductionnisme. Il y a une façon de voir une capacité de réparer ou d'intervenir sur différents éléments, différents moments, etc. Il y a effectivement quand même une croyance dans la force du calcul, c'est très fort chez les gens de Google en fait. Hein. Ils pensent qu'effectivement ils peuvent faire le bien via le software. On peut, je crois, grâce et à mon sens, la science-fiction peut nous y aider, se projeter réellement, imaginer. On peut aussi foutre en l'air beaucoup d'administratifs et beaucoup de choses qui nous ralentissent, tout en y ajoutant de la culture, de la lucidité, qui peut nous permettre d'avancer, mais en étant des romantiques aux yeux ouverts, en essayant de construire, de prendre la culture comme quelque chose qui nous nourrit, plutôt qu'il nous alourdit, parce que en termes de culture, je veux dire, quand on entend effectivement Kurzweil ou les autres, c'est quand même assez tragique. Il y a quelque chose de l'ordre du refus de la complexité de l'être humain, de refus de la plasticité même du cerveau et du rapport à l'environnement, du refus de l'externalité positive et négative. Non, parce que mais c'est ce qu'il ne dit pas. Ce que je dis, c'est ce qu'il ne dit pas. Alors, il ne parle pas de l'environnement et de la manière dont l'énaction, c'est-à-dire la relation avec l'environnement, nous construisent dès le plus jeune âge, même dès le ventre des enfants. Justement, le problème, c'est ce dont il ne parle pas. En fait, c'est ça le problème. Alors, juste, j'aimerais bien qu'on revienne 2 secondes sur. Bon, il se trouve que Kurzweil, on peut pas zapper la question Kurzweil parce que d'ailleurs, vous avez vu qu'il a un peu changé de tête hein, par rapport aux images qu'on a vues. Il est passé par quelques petits bistouris. Et puis ouais, voilà. Ouais, mais avant c'était 2050, maintenant c'est 2045. Il va avancer la date bientôt, je pense, parce que. Justement. Non, mais alors, pardon. S'il fallait ramener peut-être. Ça marche pas. Il marche pas. Non. La technique, ça marche? Oui, allô, la régie? Tout marche. Moi, la question, tant que tu n'as pas de micro entre les mains, je te pose une question. Non, mais par exemple, c'est pour lier la question de, non pas l'immortalité spécifiquement, mais en tout cas vaincre la mort, qui est comme un des projets hein, du transhumanisme. Ça passe notamment par la réalité augmentée, en tout cas chez Kurzweil, et par la réalité virtuelle. Et le fait, effectivement, de n'être que pure conscience dans un monde virtuel. Et comme tu nous as expliqué tout à l'heure qu'il ne s'agissait que finalement de duper le cerveau, est-ce que c'est possible à court ou moyen terme, disons milieu du siècle? La relation entre corps et esprit a toujours inspiré tous les philosophes, tous les humains, a toujours été fascinante. Aujourd'hui, avec les progrès de la science et des neurosciences, on réalise encore plus le pouvoir du cerveau et de l'esprit. Et on aimerait dépasser ces limites corporelles, parce que le corps, il nous fait un petit peu chier. Le corps, il vieillit, il est encombrant, il touche ses limites, il est fini, et puis un jour, il va mourir. Donc, on espère et on postule, et
les découvertes récentes sur le cerveau l'encouragent finalement, ce présumé, ce postulat, sur si on arrivait à se débarrasser de ce corps, et l'esprit peut-être pourrait vivre toujours, alors parce que c'est le corps d'abord qui meurt. Donc c'est ce que les transhumanistes espèrent. Alors ça Qui sont aussi par ailleurs très spiritualistes, ils ont tous un gourou chez eux. Et cette désincarnation corporelle-là, computationnelle, avait été la première fois envisagée par l'artiste Steve Mann, je crois, qui avait essayé qui tentait, mais d'une perspective artistique, de désincarner son corps pour le poser sur un support informatique. Après, au jour d'aujourd'hui maintenant, c'est un petit peu le rôle finalement que remplirait une intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle, elle n'est pas humaine. Donc, Il y a eu un dialogue récent entre une jeune femme et un mort qui parlait à partir de toutes les données récoltées durant sa vie, enfin de son vivant. Bon, alors évidemment, quand on lui posait des questions un peu existentielles, type est-ce que Dieu existe, il a répondu par SMS nope. Ok, fair enough. Après, le truc, c'est que je pense qu'il faut pas partir trop loin, en fait. Nous, on est humains. On est humains, on est homo sapiens. Et on est comme ça, pour le moment c'est comme ça, on évolue, on évoluera toujours, on a évolué, on continuera de le faire. Maintenant, aujourd'hui, grâce au design intelligent, on peut refabriquer l'espèce, on le sait, par le clonage. Je ne pense pas que l'augmentation soit... C'est encore un mythe sur le plan technique, parce que sur le plan technique, il y a encore des problèmes, mais après, je pense qu'on va résoudre... Mais Néandertal, oui. Mais du coup, il faudrait peut-être recentrer le sujet sur l'humain et qu'est-ce qu'on veut faire de nous finalement, où on se situe, comment on se situe, et on est une centrale, voilà. Mais vouloir effectivement réentendre les morts, moi je veux bien, mais bon, il n'y a qu'à prendre des cassettes, hein, c'est pas difficile. Mais les Japonais en sont à un point où certains hommes ou femmes qui ont vu leur conjoint mourir se font construire des robots humanoïdes qui ressemblent à la personne et ils font l'amour avec elle. Parce qu'au Japon, l'esprit shintoïste fait qu'il y a une âme dans toute chose, dans toute matière. C'est complètement incompréhensible pour nous. Et la grosse crainte que j'ai avec les systèmes normés, c'est qu'on arrive à un universalisme de culture terrifiant. Et deuxièmement, l'autre danger qu'on mesure mal, c'est qu'à terme, nous relarguant, déléguant nos mémoires et nos calculs sur autre chose, nos citrons vont s'appauvrir. Et on sait que le cerveau des gens de mon âge est fait en tâches linéaires pour longue durée. Nous sommes des boucs, des taureaux. Voilà, on fonce sur un seul truc, on ne regarde pas le reste. Et quand on analyse le cerveau par IRM dynamique des tout jeunes de 18 ans, ils sont multitâches dans un temps extrêmement court. Donc déjà, en 30 ans, 40 ans, le seul fait que nous ayons été amenés à jouer avec des écrans nous transforme complètement. La violence des tout petits gamins, des petits aux États-Unis, est terrifiante. Les psychologues ne savent plus comment faire. Et leur une des explications, c'est qu'ils passent trop de temps devant les écrans et qu'ils n'ont plus l'effet miroir des neurones de présentiel. Donc c'est un vrai débat. Nous risquons en fin de compte de nous appauvrir. Ce n'est pas la machine qui va augmenter, c'est nous qui allons devenir des zombies. Je veux juste revenir sur la question qui était au tout début sur la distinction corps-esprit. En fait, il faut savoir que cette réflexion qu'aussi les transhumanistes, elle est très liée au paradigme, ce qu'on appelle informationnel ou cybernétique de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est maintenant considéré comme vieux. Et je veux dire, ça a été cité, on a entendu parler d'Alain Berthoz, par exemple, tout à l'heure. À l'heure actuelle, on ne fait plus de distinction corps-esprit. Je veux dire, ce dualisme, il est kitsch. Et donc de penser à pouvoir la transcendance, downloader, etc., c'est ridicule. À l'heure actuelle, les courants neuroscientifiques vont vers des théories de la cognition incarnée, de l'énaction de Varela, qui a été cité sur notre construction avec l'environnement au travers du corps, que l'un ne vit pas sans l'autre. Et il y a énormément de courants comme ça, des travaux de David Chalmers, pour revenir sur le mot zombie, sur le fait qu'on va peut-être arriver à faire des IA qui donneront l'impression d'être humaines, comme une intelligence conversationnelle extrêmement poussée, TA ou autre, mais qui en fait derrière n'ont rien d'humain, n'ont pas de processus cognitif, de conscience, d'existence ou de réalité.
Donc, c'est encore un exemple de à quel point finalement ils ont un discours idéologique et pas du tout construit. C'est que d'en être encore à de promouvoir une espèce d'idée de transcendance ou d'uploading, etc. C'est très décalé de la réalité scientifique actuelle. Oui, d'ailleurs, Nick Bostrom ne parle pas du transloading de l'esprit, en fait, contrairement à Kurzweil. Voilà, exactement. Mais je voudrais rebondir, effectivement, c'est déjà le premier point. On parlait du bouquin coécrit par Eric Schmidt, dans lequel il explique à quel point la technologie est formidable parce qu'elle est neutre. La technologie n'est pas neutre. La technologie n'est jamais neutre, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, mais ça veut dire effectivement qu'on ne peut pas... voilà, c'est jamais neutre. Deuxième point, effectivement, comme moi j'aime bien cette phrase, je vais essayer d'être court pour laisser la parole, de Brian Eno, le musicien, qui dit « Le corps et le cerveau au sens large ». Voilà, le corps et le cerveau au sens large. Et donc c'est vrai qu'il y a une part du transhumanisme qui est dans ce réductionnisme, en fait. Malheureusement, qu'on a un peu retrouvé dans le Human Brain Project, en partie, en tout cas. Et c'est vrai que c'est de ça dont il faut nous débarrasser si l'on veut avancer. Et on n'avancera pas sans retrouver le goût du temps, en fait. Si l'on fait comme si le temps n'existait pas, c'est-à-dire la maturation, les échanges d'expériences, les échanges avec tous les environnements, quels qu'ils soient, on fera du surplace avec un merveilleux imaginaire de transformation qui risque juste de s'arrêter net et de nous arrêter net. Et je précise que vous pouvez poser vos questions. Hein. C'est un peu... Une des choses qui ne sera jamais réductive, je le pense, et pourtant certains me disent le contraire, c'est le rapport à l'art. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Homo Artificialis, où j'essaie de comparer un petit peu ce qui se passe dans les domaines que nous décrivons. Et là, moi je suis musicien. Voilà probablement le seul langage universel qui existe, qu'il soit chanté, joué ou écrit. Un japonais, un américain du Sud, n'importe qui peut être ensemble. Et ça, c'est une chose qui est irréductible à la machine. Parce qu'en même temps, quand vous regardez comment Google est incapable de sortir une musique intéressante, il n'y a aucune émotion dans ce que fait Google. C'est-à-dire l'ordinateur qui crée la musique et qui la joue. Je ne parle pas de partition. Moi, j'adore tout ce qui est... je veux bien du David Guetta et tout ça, mais c'est l'homme qui est derrière les machines. Il joue, il manipule ses instruments, mais c'est lui qui fait danser et c'est lui qui emballe les foules. Mais quand on entend ce que crée Google, ça pleurerait de tristesse, ça n'a aucun sens. Et quand Google s'est mis à imiter Bach, c'est la même chose, parce qu'il n'a pas compris que dans Bach, qui vous apparaîtrait métronomique, très régulier, il y a tous les X temps la note qu'on n'attend pas. Et donc, on ne peut pas réduire. Ils ont voulu faire, si Microsoft a chopé les 340 tableaux de Rembrandt et a sorti 160 millions de pixels pour refaire un Rembrandt. Ah oui. Alors, il est pas mal. Hein. Il est très bien. Ça, c'est un Rembrandt. Il n'empêche que quand on demande à ceux qui aiment bien la peinture, ils vous disent, oui, mais il y a un truc qui ne va pas sur l'aile du nez, c'est pas un Rembrandt. Donc, nous sommes encore dans l'artisanat. Moi, je fais du violon. Et quand je joue en quatuor, quand je ne joue pas, le violoncelle et l'autre violon et l'alto résonnent dans mon instrument. Ils entrent en sympathie. Je ne vois pas des machines faites de plastique, de métal et de câblerie se mettre à rentrer en sympathie. Donc, il y a une irréductibilité qu'a l'art par rapport à tout ce qu'on veut faire dans la norme et dans la techné. Vous avez une question à poser, je crois. Seriez-vous tous d'accord ce soir pour redéfinir l'intelligence artificielle, non pas comme... Il faut reposer votre question avec micro, pardon. Seriez-vous tous d'accord ce soir pour redéfinir l'intelligence artificielle, non pas comme une technologie qui serait quelque chose qui nous emprisonne, qui nous sclérose, qui nous normalise, mais plus comme ce que l'humain peut produire de meilleur, à savoir son savoir-faire, et qu'aujourd'hui les seules limites qui sont les nôtres, je rejoins les samouraïs à ce sujet qui disaient que l'intelligence c'est s'entretenir avec autrui, ce sont notre capacité à communiquer, à échanger, à partager et à remettre l'humain au centre du débat, sachant que l'intelligence artificielle, c'est bien joli, mais parfois, en fait, on a tellement à apprendre juste de son voisin. Êtes-vous d'accord avec cette solution qui, je pense, aurait du sens, quoi. Je veux dire n'importe quoi. Oui, pardon. L'humain, c'est vraiment l'humain. C'est pas que l'humain avec son cerveau de 2,5 kg dans sa main gauche.
et toutes ces fonctions qu'on peut retraduire par algorithme et qu'on peut répéter sur un support extérieur. C'est pas ça l'humain. L'humain, c'est la communication. C'est l'inventivité, c'est l'ensemble des déséquilibres, c'est l'aspect imprévisible. C'est aussi la communication non verbale. C'est le regard, l'odeur, le toucher. Vous avez là une assemblée de punk. Le regard, l'odeur, le toucher, l'intonation, et qui pourrait difficilement, on le conçoit bien, pour pouvoir être retranscriptible sur un appareil externe intelligent. Je me permets de répondre très rapidement. Et encore une fois, il ne faut pas changer de paradigme, à savoir quel est le but qu'on poursuit. Est-ce que c'est un but, encore une fois, C'était pas le but du jeu. Hein. voilà, c'est bien plus être heureux. Je ne sais pas s'il y a un qui parle russe aussi, mais c'est Dies et Sichas. On s'évade d'un solutionnisme à la Morozov pour aller vers une notion d'instant, de partage, d'humain. Et somme toute, c'est intéressant la technologie. Mais avant toute chose, peut-être que de créer une plateforme coopérative, intégrative de savoir, de faciliter le transfert du savoir, notamment de la technologie. Quand je dis transfert, je dis une intellection cognitive, mais aussi une pédagogie à travers des supports de réalité augmentée qui permettent en 2 secondes, comme vous, professeur sûrement, non pas d'expliquer ou de voir en 2 secondes, mais 140 ans et 2 secondes. Et permettre à vos étudiants, notamment de voies d'abord chirurgicales, de comprendre ces 40 ans de pratique et d'expérience qui, je pense, c'est ça l'intelligence artificielle dans son transfert. Peut-être encore une fois que je me trompe et je dis absolument n'importe quoi. Non, mais attendez, je suis complètement d'accord avec vous. Et ce dont on parle, notamment le transhumanisme, est un phénomène de puissance pure. Je dirais de puissance brutale, extrêmement efficace, qui fascine. Hein, mais on est dans le quantified pur. On est dans la performance. Ça ne m'intéresse pas. L'être le plus tordu, le plus fragile, le plus blessé peut vous apporter une humanité inimaginable. Donc, je pense que c'est là où nous sommes irréductibles. Et je ne veux pas de cette normalisation progressive. C'est insupportable. Vous le disiez, la moitié des patrons des gourous de la Silicon Valley viennent de pays différents. Et heureusement. Mais si demain, on est tous pareils, normés, on va crever. Et donc, il faut garder ce qui nous reste. C'est effectivement, c'est l'amour, le partage. Ça ne se quantifie pas. Le bonheur, ça ne se quantifie pas. Il y a bien des échelles qui existent, elles sont toutes nulles. Quand vous regardez. Vous avez bien vu que c'est quand même le pauvre... moi, j'ai beaucoup fait d'humanitaire en Afrique. Quand vous voyez les villages africains sans eau avec le sourire des gamins, ils ne se posent pas de questions. Et nous, en France, on est là, ça s'affolait, on est complètement paumés, je veux dire. Donc, la joie, l'amour, ce n'est pas un rapport avec une puissance, qu'elle soit d'argent ou de technologie. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que ces techniques nous reposent la question de que faisons-nous ici, d'où venons-nous et où allons-nous. Alors, une question au fond. On se donne encore jusqu'à 18h05, parce qu'il y a un petit cocktail, je crois, qui nous attend. Hein, donc, Alors, c'est pas vraiment une question, c'est un témoignage, enfin, c'est plutôt une réponse à ce que vous venez de dire sur l'amour, sur l'être humain, sur le besoin d'amour. Il y a, en fait, il y a une expérience qui a été menée en France notamment. C'était d'ailleurs pas voulu comme étant une expérience, mais c'est ce qui s'est passé. Et vous allez voir qu'il y a du chiffre quand même, c'est intéressant. Ça marche encore? Ah oui, ça y est, ça y est. Non, c'est reparti. C'est bon? Ok. Alors, donc, c'est une expérience qui a été menée à l'Institut de puériculture de Paris, qui a disparu, enfin, il a été absorbé par une grande maternité parisienne récemment. Mais il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce n'était pas du tout un lieu expérimental, hein. C'était un centre de natalogie précoce, extrêmement pointu, où on accueillait soit des mamans qui étaient en risque de fausse couche ou de grossesse compliquée, soit des bébés qui naissaient extrêmement tôt. On a parlé de 5 mois et demi. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on parlait d'utérus artificiel, et c'est peut-être lui le monstre. Mais il ne faut pas avoir peur de ce monstre, parce qu'avec l'expérience que je vais vous relater, je crois que nous n'avons pas à avoir peur de ce monstre. En fait, jusqu'en 1989, ce sont des statistiques que je tiens de praticiens de cet institut de puériculture. Jusqu'en 1989, le taux de réussite, là on va parler de statistiques avec l'être humain,
avec les magnifiques incubateurs qui étaient l'Institut de Puriculture, c'était 2001 Odyssée de l'espace. C'était un endroit absolument mais extraordinaire, dans un bâtiment de briques affreux, mais à l'intérieur, c'était un vaisseau fantôme. Et vous aviez des tas de bébés comme ça dans des incubateurs, tout connectés, avec des capteurs partout, enfin, des trucs extraordinaires, tous les paramètres, oxygène, rythme cardiaque, électroencéphalogramme permanent. Et il y avait donc, puisqu'on va parler de statistiques, 10% de réussite. Alors les 10% de réussite, c'était les 10% de survie. Je parle bien de survie. C'est-à-dire que dans ces 10%, donc c'est des enfants qui étaient nourris, des enfants qui étaient chauffés, hein, les incubateurs étaient exactement à la température du ventre de la mère. A priori, il ne manquait de rien. C'est pour ça que je voulais parler de ça, de rien, certes. Il leur manquait peut-être un nutriment essentiel, puisque donc 10% survivaient et 1% à peu près vivaient, c'est-à-dire sans handicap mental majeur. Donc, ça veut dire qu'il y avait 1% des êtres humains qui arrivaient à survivre après quand même une période d'incubation dans un ventre maternel, hein, dans une matrice chaude, avec de la vibration, puisque vous êtes musicien. On vibre. Beaucoup de vibrations. On a essentiellement besoin de vibrations. Et les enfants qui survivaient à ce moment-là, survivaient parce qu'une infirmière avait désobéi et s'attachait à eux, en fait. Et voilà. Et leur donnait la chaleur qui leur manquait. En 1989, que s'est-il passé ? Eh bien, nous avons des médecins qui sont rentrés massivement du Sentier Lumineux, oui, le Sentier Lumineux. Médecins du Monde et Médecins sans frontières sont revenus avec une expérience extraordinaire de ces mamans qui accouchaient à 5-6 mois de terme sur le Sentier Lumineux, parce que c'était très compliqué de marcher toutes ces heures à ce stade de la grossesse, et ça se terminait là. Eh bien, ces femmes, avec leur petit poncho, avec aucune connaissance, aucun incubateur, rien, c'est un miracle, arrivaient à garder 60% de leurs enfants, et les 60% des enfants qui restaient n'étaient pas des survivants, mais des êtres vivants. C'est toujours délicat de parler de chiffres quand on parle d'un être humain, d'amour, de sentiments. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la vibration, la chaleur, ça permet en tout cas au moins à 60% des êtres humains de vivre, alors que la simple technologie même de super pointe a un taux de rendement, on va dire, si on veut être parfaitement cynique, quasiment nul. Mais vous irez voir votre petit quand il sera dans sa bulle, vous irez lui parler, lui faire des bisous. Voilà, c'est ça. Non, mais là, il y a des bulles. Pardon, voilà un problème technologique qui va être résolu et dont nous aurons à savoir, à discuter de savoir s'il faut le faire ou pas. C'est typique, la science va être capable de le faire, il nous reste juste le milieu, vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il faudra le faire ou pas ? C'est une question, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on va quasiment à la disparition des sexes. Enfin, non, mais c'est un vrai problème. On doit en discuter entre nous. Moi, je n'ai pas la réponse. Enfin. C'est un problème à poser. Vous avez raison, ce que vous dites est très beau. Probablement. Pardon. Vous connaissez ce livre de Ursula Le Guin qui s'appelle La main gauche de la nuit, dans lequel un être humain comme nous, un mâle pour le coup, arrive dans une planète en fait où naturellement tout le monde change de sexe quand il a envie sans cesse. C'est assez compliqué, hein. C'est assez, comme situation en termes de gap. Donc voilà. Mais bon, c'est juste pour rebondir par rapport à juste ce qui s'est dit, mais de manière très courte, parce qu'effectivement on avance vers le le temps passe et trépasse. Oui, on enchaîne. Oui, alors juste pour vous dire par rapport à votre question, la technologie, nous sommes des êtres techniques et technologiques, c'est ce qu'a dit Judith, elle a raison, en fait. En même temps, c'est ce qu'a démontré aussi dans tous ses livres un philosophe comme Bernard Stiegler, qui en même temps explique effectivement que la technologie, c'est un potentiel qui augmente, mais qu'effectivement, c'est ce qu'il appelle lui un pharmacon, c'est-à-dire que potentiellement, c'est un poison et un remède. Et la question de ce qui nous permet potentiellement de transformer le poison en remède, c'est notre réappropriation, c'est comment les gens en fait s'en emparent, comment ils la construisent et comment en quelque sorte ils construisent, et ça c'est la société qui le fait, c'est le social, une thérapie par rapport à ça. Alors la thérapie peut être des soins, et ça peut être de l'humour, de la blague, ça peut être des tournements, mais l'enjeu il est bien là quelque part, c'est ne pas se faire manger, ne pas devenir des e-chèvres
mais au contraire se approprier et nous emparer de tout ça pour y mettre de l'humain. Et si on se rend compte qu'effectivement, faire jouer à une machine du violon, c'est totalement ridicule et que ça n'apporte rien, on trouvera peut-être une autre façon de mettre en scène les machines qui soit ni anthropique ni ridicule. Mais dans tous les cas, il faut juste prendre acte de cet irréductible, quelque part, de ce défaut qu'il faut et qui nous construit nous-mêmes et qui fait à la fois qu'on est des êtres techniques et qui devons aussi nous passer de la technique. Bon, ça ressemble un peu à un mot de la fin, hein, je suis désolé. Comme disait Paracels, non, mais c'est vrai, tout est poison, c'est la dose qui fait la différence. Et c'est exactement ça. Donc, nous serons toujours dans le oui ou le non, dans le bénéfice-risque. Moi, mon métier, ça a toujours été de faire la part du bénéfice et du risque. Et c'est là où les sociétés doivent s'emparer de ce sujet. Est-ce que oui ou non, les outils que nous allons développer seront utiles, nous serons utiles ou pas, ou est-ce qu'ils risqueront de nous dominer? Mais Gates, Musk et puis Hawkes avaient signé il n'y a pas longtemps un appel en disant attention, l'intelligence artificielle va nous déborder. Ils sont un peu revenus en arrière, mais Musk lui-même vient de créer une fondation, il a mis 3 milliards de dollars pour aller à une intelligence artificielle à la main de l'homme. Hein? Voilà. Bon, moi je propose qu'on termine cette discussion autour d'un verre. Je vous remercie vraiment, merci à tous. Merci à nos 4 invités. Merci à vous pour les témoignages. Et l'aventure humaine continue.